étudiants de 3e année. Et je salue la classe de But 3 qui a travaillé depuis l'automne dernier pour mettre en œuvre une double rencontre. La première s'est déroulée cet après-midi à 14h15 et elle portait sur des sujets plus professionnels puisque nos étudiants se destinent aux métiers de la bibliothèque, de la librairie et de l'édition. La rencontre qui va avoir lieu dans quelques instants, car je serai brève, est une rencontre qui cherchera plus à cerner les goûts, l'univers, les centres d'intérêt de nos deux invités. Je voudrais aussi profiter de ce petit moment pour remercier un certain nombre de partenaires qui ont rendu possible cet événement. Le Festival des écrivains du Sud, qui nous accueille cette année dans sa programmation, la Direction de la culture de la ville d'Aix-en-Provence, ainsi que tous les techniciens de l'amphithéâtre de la Manufacture qui nous aident à rendre possible ce projet. Enfin, la librairie Mon Chapitre, qui a un stand dans le SAS devant lequel vous avez dû passer et qui propose des ouvrages de Delphine de Vigan. Il y aura une dédicace après cette rencontre. Par ailleurs, je voudrais aussi remercier le CFA, Formasup Méditerranée, dont le soutien a été indispensable pour mettre sur pied ce projet étudiant. Je vous remercie de votre attention, de l'attention que vous allez accorder à nos invités et à Valentine et à Axel qui vont conduire les échanges. Et pensez bien, s'il vous plaît, à éteindre ou à mettre au moins en silencieux vos téléphones portables. Bonne rencontre. Merci Madame Bernard pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous. Merci d'être parmi nous ce soir dans cet instant privilégié avec ces deux grands noms de la littérature, Delphine de Vigan et Karina Ossine. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de commencer cette rencontre que nous avons souhaitée dans un format plus original qu'à l'accoutumée, laissez-nous vous présenter en quelques mots nos deux invités de ce soir. Ici, Delphine de Vigan, elle est l'autrice d'une dizaine de romans, récompensée notamment par le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires. Elle est également scénariste et réalisatrice, mais ça, c'est un sujet que nous aborderons plus tard. Karina Ossine, éditrice depuis presque 30 ans maintenant. Elle a été pendant la plus longue partie de sa carrière aux éditions Jean-Claude Lattès avant de rejoindre les éditions Gallimard en 2019. Et c'est à elle notamment qu'on doit la découverte d'un certain Hervé Letellier. Mais ça encore, nous le verrons plus tard. Cette rencontre repose sur le principe de moodboard, c'est-à-dire que des images vont être projetées à l'écran et nos deux invités pourront y répondre de manière spontanée. Cela vous permettra alors de commenter... Pardon. C'est le stress. Cela vous permettra alors de mieux cerner leur travail et leurs inspirations. Si ces éléments sont adressés plutôt à l'une d'entre vous, mais si jamais vous le souhaitez, vous pouvez réagir aux propos de l'autre. Ces deux femmes inspirantes que nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir sont bien plus qu'une autrice et une éditrice. Ce sont de proches amis qui travaillent ensemble depuis des années maintenant et qui nous permettront peut-être ce soir de lire entre leurs lignes. Commençons dès à présent par le premier élément du moodboard. Nous voulions commencer cette soirée par un lieu de rencontre que vous connaissez bien toutes les deux, le restaurant Le Casabini. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je peux peut-être commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Casabini est un endroit où nous avons eu, et j'en parle au passé, c'est ouvert pour l'avenir, mais où nous sommes retrouvés en effet très régulièrement le temps d'un ou deux livres, mais ce qui est assez... je crois que nous sommes toutes les deux adeptes du mouvement. Un autre endroit, une brasserie parisienne, a été le point de départ d'un des livres de nos rencontres pour un autre livre de Delphine. Et ce restaurant italien qui se trouve en plein Saint-Germain-des-Prés, dans le cœur battant de Saint-Germain, est aussi, selon nous semble-t-il, et pas à cause de nous, très très fréquenté par les gens de l'édition.
Et c'est pas du tout par snobisme, mais on y va moins parce qu'on est moins tranquille pour parler, et qu'il faut dire bonjour à un tas de monde, et que nos rencontres et nos retrouvailles ont toujours un prix, qu'on a des choses à se dire. Donc ça a été vraiment le lieu très qui a vraiment accueilli de manière extrêmement bienveillante. C'est un très bon endroit, très très charmant. Mais ça n'est plus tout à fait l'endroit. Voilà. Et quand vous avez travaillé ensemble pour la première fois, est-ce que vous pensiez que votre collaboration irait aussi loin ? Non. Bonjour déjà, bonjour à toutes et à tous. Et non, je pense pas, parce que moi, à l'époque, je ne me projetais pas forcément comme écrivain. C'est-à-dire que d'ailleurs, je ne disais pas, quand on me posait la question, je ne disais pas je suis écrivaine ou je suis écrivain, on disait plutôt ça à l'époque. Et j'étais pas très sûre, en fait, de ça, c'est-à-dire de ma volonté d'écrire, de mon envie d'écrire, oui, bien sûr, mais que j'allais m'installer durablement dans l'écriture, que je trouverais l'énergie, la ressource pour continuer d'écrire. Je n'en étais pas très sûre, donc c'est vrai que je me suis pas tellement projetée. J'avais envie, mais je ne me suis pas visualisée avec Karina 20 ans après, chez Casabini ou ailleurs, en train de parler de projet. C'est tout Delphine de dire je ne me ressentais pas écrivain. En vérité, elle l'était. Elle ne le savait pas parce qu'elle a une immense humilité. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, ce statut du romancier qui se dit écrivain ou pas. J'aurais un peu tendance à dire aussi qu'un jeune romancier ne peut pas s'auto-proclamer écrivain. Certains romanciers, comme ça, mettent sur leur carte de visite écrivain. Alors déjà, avoir une carte de visite, c'est toujours une chose qui peut paraître un peu suspecte, mais écrire écrivain sur sa carte de visite, c'est assez c'est performatif, en réalité. Sans doute, en effet, qu'au début, on écrit un livre, et puis peut-être 2 ou 3 livres, et puis un jour, on trace une œuvre, on est à la tête d'une œuvre, et peut-être qu'à ce moment-là, dans cette espèce de conscience d'une forme d'unité, alors on devient écrivain. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous pouvons maintenant passer au prochain élément du mood board. Donc, vous voyez apparaître à l'image un tableau de Pierre Soulages, artiste peintre et graveur français qui nous a quittés en 2022. Delphine de Vigan, dans votre roman Rien ne s'oppose à la nuit, vous mettez en exergue une citation de Pierre Soulages que je vais lire. Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. Pourquoi avoir choisi cet extrait ? J'adore cette phrase, et ça m'émeut encore de vous l'entendre lire. J'aime beaucoup la manière dont Pierre Soulages parlait de son travail. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Je l'ai d'abord entendu avant de découvrir sa peinture. Je le connaissais de réputation comme le peintre qui peint du noir. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir une de ses expositions. Et c'est un jour, en participant à une émission sur France Inter, que j'ai eu la chance de l'entendre, en fait. Et là, j'ai vraiment, je me suis dit, c'est incroyable, voilà, ce qu'il dit de sa peinture. Je me suis précipitée avec ma fille pour voir l'exposition qui était à ce moment-là, qui était ouverte à Beaubourg, et j'ai découvert ainsi son travail. Et un peu plus tard, quand j'ai commencé à écrire Rien ne s'oppose à la nuit, je lisais un texte d'entretien, un livre d'entretien de Pierre Soulages, et je suis tombée sur cette phrase, et il me semblait que ça correspondait exactement au travail que j'étais en train de faire, puisque je travaillais donc dans Rien ne s'oppose à la nuit. Je tentais de retracer l'histoire de ma mère après son suicide, et de l'âge de son plus jeune âge jusqu'à sa mort, une matière éminemment
éminemment sombre, je dirais, d'une certaine manière en apparence, et en même temps éminemment lumineuse, parce que travaillant ce matériau qui était aussi celui de ma famille, j'avais le sentiment, enfin j'avais envie à la fois d'explorer évidemment la dimension tragique qui avait frappé cette famille, qui est la mienne, et en même temps d'en extraire l'incroyable fantaisie, l'incroyable lumière voilà, à laquelle je tiens encore beaucoup à ce jour. Et donc, il me semblait que de cette noirceur émanait quelque chose et que cette phrase correspondait complètement au travail que j'étais en train de faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler même l'ensemble de vos livres qui traitent souvent de sujets profonds et sombres, tout en mettant en lumière la beauté des sentiments humains. Puisqu'on en vient à votre écriture, d'où vous vient votre inspiration ? Ça n'est jamais très facile de répondre à cette question. Même ce mot même d'inspiration, en fait, je ne me reconnais pas tellement là-dedans. C'est pas tellement, enfin, c'est pas quelque chose que je ressens. Je ne me sens pas tellement inspirée. Il y a quelque chose comme ça d'un peu lyrique ou d'un peu poétique en fait dans l'expression qui ne correspond pas tellement à la manière dont je travaille. Je dirais que je suis davantage percutée, peut-être au départ de mes romans. Souvent, quelque chose me happe ou me percute ou me heurte, et ça devient le point de départ d'un livre. Pour essayer d'être peut-être plus concrète, plus explicite, j'ai parfois raconté que No et moi étaient nés de la vision un matin où je partais travailler de deux jeunes femmes SDF qui remballaient leurs affaires. Cette image, c'était il y a 15 ans maintenant. Malheureusement, la situation ne s'est pas tellement arrangée, comme vous le savez, mais cette image m'avait tellement percutée de voir des femmes si jeunes, des femmes et des femmes si jeunes dans la rue. Indéniablement, ça a été le point de départ du livre. Pour Les enfants sont rois, plus récemment, j'ai un jour allumé ma télévision et par hasard, je suis tombée sur un reportage sur les enfants influenceurs, donc je ne savais même pas que ça existait. Et l'image de ces enfants, tout de suite, j'ai vraiment tendu un bras vers mon carnet de notes. Et à ce moment-là, je savais que j'allais écrire quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que l'image me paraissait tellement violente, cette façon de mettre en scène ces enfants, ce qu'il y a derrière pour moi d'abus de pouvoir, c'est la société de consommation, cette espèce d'exacerbation de tout ce qui nous entoure, voilà, m'a donné envie d'écrire. Ou ça peut être des choses d'ailleurs plus intimes, plus intérieures. C'est le cas évidemment du livre de Rien ne s'oppose à la nuit, qui est né sans aucun doute de l'image de ma mère, de l'avoir découverte moi-même, etc. Donc, à partir de là, d'une image qui me percute, qu'elle soit finalement extrêmement intime ou moins, le geste d'écriture, l'envie d'écrire apparaît. Et ensuite, c'est pas tellement de l'inspiration non plus, parce que c'est surtout beaucoup de travail. Et dans ce travail, est-ce que vous avez un cadre privilégié pour écrire, ou est-ce que vous pouvez vous adonner à l'écriture à tout moment de la journée ? Alors, quand j'étais plus jeune, je constatais, j'en étais d'ailleurs assez fière, que je pouvais écrire absolument n'importe où. J'écrivais dans les cafés, éventuellement, je me relisais dans les cafés. Je me souviens qu'à certaines époques où je partais en vacances avec toute ma bande d'amis, dont j'ai d'ailleurs parlé dans un roman, je pouvais me mettre à la table de l'apéritif, de l'autre côté de la table, pendant qu'ils étaient en train de boire l'apéro, et ça me gênait pas du tout. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un effet de l'âge ou j'ai besoin d'être chez moi, tranquillement, loin de tout, loin du bruit. C'est à peu près un des seuls endroits où j'arrive à écrire, c'est vraiment chez moi. Très bien. On aura l'occasion de revenir sur vos inspirations un peu plus tard. Je vous propose maintenant de passer à l'élément suivant. Avant de rencontrer No, je croyais que la violence était dans les cris, les coups, la guerre et le sang. Maintenant, je sais que la violence est aussi dans le silence, qu'elle est parfois invisible à l'œil nu. La violence est ce temps qui recouvre les blessures, l'enchaînement irréductible des jours, cet impossible retour en arrière. La violence est ce qui nous échappe.
Elle se tait, ne se montre pas. La violence est ce qui ne trouve pas d'explication, ce qui à jamais restera opaque. Mon père est furieux, furieux et fatigué. Il m'écoute et j'essaie d'expliquer. Elle ne veut pas aller dans un centre parce que c'est sale, parce qu'on les jette à 8 heures du matin, parce qu'il faut dormir d'un œil pour ne pas se faire dépouiller, parce qu'elle a besoin de laisser ses affaires quelque part, d'avoir un endroit où se poser. Elle ne veut pas se soigner parce qu'il n'y aura personne pour l'attendre quand elle sortira, personne pour s'occuper d'elle, parce qu'elle ne croit plus à rien, parce qu'elle est toute seule. Je pleure et je continue de parler. Je dis n'importe quoi. De toute façon, vous vous en foutez pas mal, de nous comme de moi. Vous avez jeté le manche, vous avez renoncé. Vous essayez juste de maintenir le décor, de peindre par-dessus les fissures. Mais moi non, moi je ne renonce pas, moi je me bats. Mon père me regarde avec toutes ses larmes sur ma figure et cette morve qui me sort du nez. Il me regarde comme si j'étais devenue folle, et moi je continue. Je ne peux plus m'arrêter. Vous vous en foutez pas mal parce que vous êtes bien au chaud, parce que ça vous dérange d'avoir quelqu'un qui picole chez vous, quelqu'un qui ne va pas bien, parce que ça fait désordre dans le tableau, parce que vous préférez regarder le catalogue Ikea. Tu dis n'importe quoi, Lou. C'est injuste et tu le sais. Va te coucher. Noélie vient de faire la lecture d'un extrait de Noé et moi, paru en 2007 aux éditions Jean-Claude Lattès, qui a obtenu le prix des libraires. Il a également été adapté au cinéma en 2010 par la réalisatrice Zabou Breitman. Donc adapté au cinéma, étudié au collège, lu et porté par un public très varié, est-ce qu'en l'écrivant, vous vous doutiez qu'il atteindrait une telle notoriété ? Non, pas du tout. Et je dois dire que j'en ai été très surprise à l'époque et je le suis encore plus aujourd'hui de voir que le texte continue en fait d'être étudié alors que c'est une voix d'adolescente comme on vient de l'entendre, mais d'une adolescente d'il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, c'était avant les téléphones portables, avant les réseaux sociaux et de voir qu'il continue finalement à toucher les jeunes aujourd'hui malgré ce décalage, ça me touche, ça me fait plaisir. Non, j'imaginais pas du tout que le livre aurait un tel destin, d'autant plus que comme je le racontais tout à l'heure dans la rencontre précédente, c'est un texte que j'ai entièrement réécrit après l'intervention de Karina, donc qui s'est avérée finalement judicieuse. Dans nombre de vos romans, et cela transparaît particulièrement dans cet extrait, vous abordez des sujets sensibles de notre société. D'où provient cette volonté de mettre en lumière des phénomènes sociétaux par le biais de la littérature ? C'est pas tellement comme ça que je me le formule, en tout cas à moi-même, c'est-à-dire c'est plus la manière dont ces phénomènes sociétaux, encore une fois, entrent en résonance ou percutent ma propre sensibilité. Je ne me dis pas, c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'écrire des romans à thèse où je ne me dis pas, tiens, je vais parler d'un tel sujet, etc. Au fond, j'écris là-dessus parce que quelque chose m'a touchée, m'a choquée, et bien souvent, d'ailleurs, chemin faisant, je me rends compte que au-delà du phénomène de société, il y a probablement quelque chose, il y a probablement une raison plus inconsciente, enfin moins consciente, qui me pousse à écrire sur tel ou tel sujet. Maintenant, je suis plutôt heureuse de constater que mes romans sont ancrés malgré tout dans une époque très contemporaine, et ça c'est probablement plus volontaire, et qu'ils sont, je l'espère, le reflet de notre époque, que parfois, oui, ils font émerger comme ça des choses de notre époque, comme le disait Karina aussi cet après-midi, que l'on ne perçoit pas forcément, que c'est une manière de mettre à jour des choses qui ne sont pas forcément si visibles à l'œil nu.
Alors évidemment, aujourd'hui, la précarité, les sans-abri, c'est difficile de ne pas les voir. Mais à l'époque où j'ai écrit le texte, c'était différent. Ça n'était pas si évident, cette féminisation, par exemple, ou ce rajeunissement de la précarité. En tout cas, c'est sûr que ce livre continue à avoir une portée contemporaine et continue à toucher. On a évoqué l'adaptation au cinéma de ce livre et je vous invite maintenant à découvrir le prochain élément qui s'inscrit dans cette continuité. Donc voici une image de l'adaptation des Heures souterraines en téléfilm. Vous commencez à avoir une certaine expérience dans le cinéma, Delphine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Déjà, je peux vous dire que de tous mes ouvrages qui ont été adaptés, c'est vraiment l'adaptation que je préfère, celle des Heures souterraines. Donc effectivement, c'est un téléfilm qui a été diffusé sur Arte, qui a été réalisé par Philippe Harel. Et ça n'est pas toujours simple d'être adapté. Il faut vraiment, d'une certaine manière, lâcher complètement prise et considérer que, enfin, en tout cas moi c'est souvent comme ça que je l'ai envisagé, que vous prenez le risque d'être complètement dépossédé de votre travail et que ça va devenir un autre auteur ou un autre artiste va s'emparer de votre travail pour en faire quelque chose qui lui appartient. Donc, quelque part, quand j'accepte d'être adapté, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, je sais que je prends le risque d'être déçue. Ça m'est arrivé. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que les Heures souterraines, enfin, on en a souvent parlé, c'est vraiment l'adaptation que c'est pas seulement qu'elle est fidèle d'ailleurs au roman, parce que parfois une adaptation peut être infidèle et être infidèle dans le détail et être très fidèle à l'esprit, ou être infidèle et malgré tout être voilà, devenir un très beau film. Et là, les Heures souterraines, c'est sans doute relativement fidèle au roman si on parle vraiment du détail, mais c'est vraiment, il en a fait un très beau film sur la solitude urbaine. Et justement, Delphine et Karina, êtes-vous plutôt d'avis qu'une adaptation au cinéma doit trahir le texte ou justement doit le suivre le plus fidèlement possible ? Ça, c'est vraiment une question à laquelle Delphine vient de répondre en partie. Je crois qu'effectivement, la bonne adaptation n'est pas forcément une adaptation paresseuse, c'est-à-dire qui suit précisément la trame du roman. Quelquefois, bien entendu, ce sont deux théâtres tout à fait différents, deux arts tout à fait différents, qui se rejoignent, qui se répondent, mais la dramaturgie n'est pas forcément la même. Et on parlait de cette question, je crois que ce serait peut-être intéressant d'ailleurs, parce que Delphine a un avis très précis, très juste, me semble-t-il, et assez singulier sur la question des adaptations de ces livres au cinéma, qui n'est pas celle de la plupart des écrivains qui, en général, sont toujours très flattés de voir un livre adapté. Il faut savoir que l'adaptation est forcément toujours quelque chose d'assez flatteur pour l'ego d'un écrivain. Ça aussi lui donne une aura différente et une résonance tout à fait différente. Et qu'en général, rares sont les écrivains qui s'opposent à voir leur texte adapté. Delphine a vraiment un point de vue qu'elle va peut-être vous partager avec vous. Non, c'est vrai que pour moi, c'est pas. Enfin, voilà, ça m'est arrivé de refuser des adaptations sur plusieurs de mes livres. Évidemment, sur Rien ne s'oppose à la nuit, c'est sans doute le livre sur lequel j'en ai le plus refusé. Mais Les Gratitudes aussi, j'ai refusé une adaptation, plusieurs projets d'adaptation cinématographique, parce que dans les propositions qui m'étaient faites, je ne voyais pas le film, ou je voyais plutôt assez bien le mauvais film, entre guillemets, que le roman pouvait devenir. Une bonne adaptation, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire que c'est quand le film est réussi, et que ce soit que un bon film, ça donne envie aussi de lire le livre, ça donne envie de découvrir l'univers de l'auteur. Un mauvais film, ça peut donner une terrible image aussi de l'auteur. Donc c'est un peu, ça peut être un peu risqué.
pas forcément citer de nom, mais en tout cas, moi, il y a une des adaptations qui a été faite de mon travail dont j'ai le sentiment qu'elle donne une image faussée de mon travail. Et ça, c'est un peu désagréable. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un risque qu'on prend. Et voilà, c'est le prendre en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire en effet, comme je le disais à l'instant, prendre le risque d'être déçu. Et à ce moment-là, on peut s'en prendre qu'à soi-même, d'avoir accepté l'adaptation. En tout cas, pour moi, c'est pas, je tiens pas spécialement à ce que mes livres soient adaptés. Après, il peut aussi y avoir des motivations financières. Faut dire ce qu'il y a. Les auteurs, on en parlait tout à l'heure, ont parfois aussi du mal à joindre les deux bouts, et l'adaptation cinématographique ou à la télé, elle permet quand même aussi pour certains de mettre du beurre dans les épinards. Donc, le comble de l'adaptation réussie, lorsqu'on y pense, c'est peut-être de se dire qu'au fond, si le livre devient un film qui fera date, quelquefois on peut en arriver à une forme d'effacement ou d'oubli de l'auteur. Quelquefois, on se souvient de grands films dont on oublie qu'ils ont été adaptés et qu'ils ont... Alors, je ne parlerai pas, bien sûr, de Docteur Zhivago. Pasternak est toujours quand même très, très présent. Encore que, si on faisait des sondages, etc., on penserait davantage à Julie Christie, co-héros du livre. Donc c'est vrai qu'au moins, quand l'adaptation est ratée, l'adaptation d'un chef-d'œuvre est ratée, alors on se souvient du chef-d'œuvre. Et Delphine, lorsque vous écrivez un roman, est-ce que vous pensez déjà à une potentielle adaptation ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, vraiment. Non, parce que le travail littéraire, c'est quand même avant tout un travail sur la langue, et puis je pense que les romans ont leur propre dramaturgie, et c'est pas la même forcément que celle du cinéma. Parfois, elles peuvent coïncider ou se ressembler, mais non, j'y pense jamais. Et ça m'est arrivé d'ailleurs que parfois on me propose des adaptations sur des textes que je ne trouvais pas du tout si adaptable, en tout cas pas de manière évidente. Karina Ossine, comment s'est passée la session de droit lors de l'adaptation de Nos et moi, dont on parlait tout à l'heure? Quel est le travail d'une maison d'édition au niveau de l'adaptation? Alors, je vais vous parler de manière générale parce que ça ne vaut pas... Il faut savoir que... Enfin, vous le savez sans doute, en tout cas les étudiants qui travaillent sur la question ont forcément, j'imagine, un cours sur les contrats, sur effectivement ce qui régit, les accords qui régissent un écrivain et son éditeur. Les droits audiovisuels font l'objet de 2 contrats séparés. Ce qui signifie qu'un écrivain peut tout à fait décider de céder ses droits pour l'édition et garder ses droits pour le cinéma. Tout dépend aussi de la maison dans laquelle il publie, car il y a des maisons d'édition, et c'est vrai que Gallimard est assez équipé, comme on dit, pour ça, avec un service de droit audiovisuel très puissant, très présent dans le monde entier, sur tous les salons, etc. De Sundance à Bombay, donc vraiment qui couvre tout un large panorama. Mais il peut tout à fait arriver que l'auteur, dans l'hypothèse où l'auteur garde ses droits, alors c'est l'auteur qui négocie. Et dans ce cas-là, l'éditeur n'a pas son mot à dire dans la question de la cession. Même si, bien entendu, il y a un lien extrêmement fort, puisque c'est dans une certaine mesure, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du droit dérivé, puisque c'est le livre, le film n'existerait pas si le livre n'était pas, enfin très, très contractuellement en tout cas, dans ce cas, l'auteur garde ses droits, ou voilà, on peut donner un mandat à l'éditeur. À l'époque de Nos et moi, j'essaie de me souvenir, c'était la thèse qui avait effectivement négocié les droits. Dans ce cas-là, le rôle de l'éditeur est véritablement de faire en sorte que les intérêts de son auteur soient protégés
et que le film ne dévoie pas dans l'esprit, cet esprit dont Delphine parlait, le travail de l'écrivain et de faire en sorte qu'en effet l'écrivain ait son mot à dire, en tout cas qu'il puisse visionner le film avant effectivement la décision de le projeter. Il a toujours cette décision de dire si le livre est librement adapté ou adapté d'eux. Quand en général il est inscrit librement adapté, ça signifie soit que l'auteur a pris une certaine forme de distance vis-à-vis de l'œuvre qui est présentée, soit qu'il a été décidé d'emblée que de toute façon le livre était trop éloigné dans sa dramaturgie du film que le réalisateur envisageait de faire, et dans ces cas-là les choses se font d'un commun accord avec l'éditeur ou avec l'auteur lorsque l'auteur est contemporain, et en effet il faut veiller à toutes ces choses-là. Et puis bien sûr, en général, la vie du livre en grand format c'est déjà faite, et en général, au moment où le film est projeté, c'est surtout la version poche qui, à ce moment, profite de cette visibilité plus grande. Et Delphine, vous qui êtes autrice, réalisatrice et scénariste, notamment pour À coup sûr, Tropique de la violence et Tu seras mon fils, vous notez une différence concernant l'écriture de ces trois différents métiers ? Ah bah oui, c'est très très différent. Alors moi, je ne dis pas du tout que je suis réalisatrice. Il se trouve que la vie a fait que j'ai réalisé un film il y a maintenant assez longtemps, qui est un navet total, qui, heureusement, a plus ou moins disparu de la circulation et j'espère ne ressurgira jamais. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez beaucoup de chance et surtout ne cherchez pas à le voir. Mais ceci dit, je me suis amusée, j'ai quand même appris beaucoup de choses. C'était une expérience incroyable, une histoire de fou. Des gens ont été suffisamment fous pour me laisser faire un film. Ça arrive. Et donc, depuis, je participe assez... ça m'est arrivé à plusieurs reprises de participer à des écritures de scénarios. Et ça, j'aime beaucoup le faire. C'est très intéressant. C'est très, très différent de l'écriture romanesque. C'est à la fois une écriture qui est beaucoup plus technique et en même temps, là où la forme, finalement, n'a pas tellement d'importance. Quand on écrit un roman, on peut passer une journée, 2 jours, 3 jours sur une page et parfois des heures sur un seul paragraphe et parfois je ne sais combien de temps à chercher un mot. Ça n'arrive jamais pour un scénario où il suffit juste de décrire une action de telle sorte qu'elle soit compréhensible par la plupart des gens. Mais alors, les écritures ne se ressemblent pas, ne sont pas les mêmes. En revanche, elles peuvent se nourrir l'une et l'autre. Ça, oui, je me suis souvent fait cette remarque, peut-être depuis que je participe à des écritures de scénarios. Et d'ailleurs, à vrai dire, je ne me dis pas tellement scénariste non plus, mais j'ai plutôt le sentiment d'être une écrivaine qui écrit des scénarios et que quand on fait appel à moi, c'est plus comme ça. C'est plus des réalisateurs, voire des scénaristes qui, à un moment donné, ont envie d'une autre approche, d'un autre regard et vont s'adresser, je ne suis pas la seule, à des romancières ou à des romanciers pour travailler sur des projets audiovisuels. Et ça, c'est assez passionnant. Du coup, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même approche qu'un scénariste chevronné, peut-être d'une certaine manière une plus grande liberté, précisément parce qu'on n'a pas été, entre guillemets, formaté de la même manière. Et je crois que dans ce cas, un romancier ou une romancière peut proposer des choses qu'un scénariste ne proposerait pas forcément. Et à l'inverse, en tant que romancière, il m'arrive certains de mes romans sont, je pense à D'après une histoire vraie, par exemple, c'est vraiment un texte où l'expérience du scénario m'a été très très utile, où le texte est une sorte de jeu de pistes, un peu de labyrinthe dans lequel il fallait que je sème des petits, à la fois des jalons et des petits indices que le lecteur ne devait pas voir, mais qu'éventuellement il pourrait reconstituer après coup. C'est un peu abstrait, pardon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais voilà, un jeu entre fiction et réalité
qui à la fois était assez cérébrale et en même temps que je voulais assez ludique. Et ça, je pense que l'expérience du scénario m'a été assez utile pour ce roman. Et pour finir avec le cinéma, est-ce une passion que vous partagez toutes les deux, Delphine et Karina? Parlez-vous souvent de cinéma? Est-ce que vous allez voir des films ensemble? Ça nous arrive, je crois que oui, à notre façon. C'est une passion qu'on partage certainement. Delphine en ado, Delphine est aussi passionnée de théâtre, je crois par égal. Moi, j'aime un peu moins le théâtre, je reconnais. En tout cas, c'est moins mon théâtre. Mais oui, je crois que ça fait partie de nos vies. Et y compris de ce qui peut nous inspirer. On avait une discussion d'ailleurs, on n'en parlait pas plus tard que cet après-midi. Je disais que le cinéma peut quelquefois compléter, je parlais du film de Christine Angot, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. J'imagine que vous connaissez son travail. On disait que pour l'avoir beaucoup lu, en tout cas pour ma part, je l'ai beaucoup lu et curieusement, le film a déplacé un peu le champ de son œuvre. Le matériau est le même, l'inspiration est la même, et pourtant le cinéma a permis de voir des choses qui ne m'étaient pas apparues de manière aussi forte dans ses livres, et notamment le fait que cette histoire n'était pas simplement l'histoire de son chagrin, ce chagrin qu'il avait percuté, mais aussi celui de beaucoup d'autres, et de toute sa famille notamment. Et ça, je trouve que le cinéma le montre, oui, de manière panoramique, si je puis dire. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons maintenant passer à l'élément suivant. Gallimard, grande maison d'édition fondée en 1911, une des plus grandes maisons d'édition françaises, qui a remporté notamment 39 Goncourt, ce n'est pas rien. Karina Ossine, vous êtes secrétaire générale des éditions Gallimard, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un rôle qui engendre de grandes responsabilités. Vous y êtes depuis 4 ans maintenant, vous avez dû vivre des expériences très enrichissantes. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez partager avec nous ce soir ? Plusieurs, je dois dire que l'une des beautés de cette maison est, elle est bien évidemment dans ses murs aussi, mais dans ce qu'on peut vivre avec les vivants. Et j'ai 2 moments en tête. Le premier est peut-être le Nobel d'Annie Ernaux. Ça a été assez incroyable parce que on a entendu tout à coup une espèce d'immense cri collectif dans la maison, de toutes les jeunes femmes qui se sont mises à hurler. Et je vous avoue qu'on en avait tous les larmes aux yeux. Ça a été quelque chose de tout à fait incroyable. Et Annie Ernaux, elles n'ont pas le même âge, mais il y a vraiment entre Annie Ernaux et Delphine quelque chose d'assez proche dans cette façon de toujours être extrêmement surprises des succès qui peuvent leur arriver. Et ça, j'avoue que c'est très bouleversant. L'autre a été le Goncourt d'Hervé Le Tellier, dans un moment tout à fait étonnant qui était les circonstances du Covid. Vous vous souvenez de cette époque qui n'est pas si lointaine, mais qui est une forme de science-fiction. Les bureaux étaient fermés, tout le monde était en télétravail. Et à cette époque-là, l'activité avait reprise, mais les Goncourt attendaient, pour décerner leur prix, que les librairies ouvrent à nouveau, puisque les librairies étaient fermées. Et ça n'était pas encore ce moment qui a été assez gracieux pour l'édition en général et la librairie française, où tout à coup, les livres ont été considérés comme un bien absolument de première nécessité, et que les librairies ont été ouvertes. Et donc, dans ce moment-là, Hervé Le Tellier, alors que je n'ai pas découvert, je tiens vraiment à le dire, Hervé écrit depuis des années une œuvre extrêmement dense, extrêmement riche. C'est un oulipien
mais qui a écrit aussi bien des essais que des récits, que des pièces de théâtre, des fragments et des romans. J'ai publié ces premiers livres chez Lattès il y a un certain temps, qui n'étaient pas confidentiels, mais Hervé n'était pas ce qu'on appelle un auteur de best-seller et qui s'est toujours tenu à distance des prix littéraires. Je ne dis pas du tout que il s'en accommodait. Je crois que tout écrivain a envie de figurer sur des listes de prix. Mais dans son cas, la chose lui était arrivée et puis il n'avait pas passé le deuxième, troisième tour. Donc, dans ce moment-là, Hervé avait en partage avec Delphine le fait d'arriver de ne pas arriver chez Gallimard au moment où nous avons donc quitté la thèse, comme on en parlait à l'heure de notre première conférence, pour arriver chez Gallimard comme des conquérants. C'était presque un peu le contraire. Delphine était très très heureuse dans la maison dans laquelle nous avons grandi, et Hervé avait vraiment l'impression, me disait, mais ils vont nous prendre pour des cousins de province. Personne nous parlera, ça va être terrible, vraiment. Donc c'était, je dois dire, assez savoureux de le voir. Nous étions dans la salle du comité de lecture. Les concours nous avaient demandé de nous brancher si cette chose arrivait. Et puis, effectivement, c'est la première fois que le concours a été remis dans telles conditions. C'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes chez Drouin, mais ils nous l'ont annoncé derrière l'écran. Et donc, tout à coup, il y avait là, nous étions trois, Antoine Gallimard, Hervé Letellier et moi, derrière nos écrans, et on s'est regardé, on s'est dit, bon, on l'a, mais ça ne nous a, comment dire, alors là, c'était pas du tout le grand cri du Nobel d'Annie Ernaux, car c'était tellement irréel qu'ensuite la joie est venue, et puis surtout, le fait de réaliser la chose est arrivé après. Je vous propose de passer à l'élément suivant, à propos justement du premier livre que Delphine de Vigan vous publiez chez Gallimard, édité par Karina Ossine. Peut-être, en effet, était-ce au cours de ces quelques semaines que tout avait commencé. Cette perméabilité de l'écran. Ce passage rendu possible de la position de celui qui regarde à celui qui est regardé. Cette volonté d'être vu, reconnu, admiré. Cette idée que c'était à la portée de tous, de chacun. Nul besoin de fabriquer, de créer, d'inventer pour avoir droit à son quart d'heure de célébrité. Il suffisait de se montrer et de rester dans le cadre face à l'objectif. L'arrivée de nouveaux supports accélérerait bientôt le phénomène. Dorénavant, chacun existerait grâce à la multiplication exponentielle de ses propres traces, sous forme d'images ou de commentaires, traces dont on ne tarderait pas à découvrir qu'elles ne s'effaceraient pas. Accessible à tous, Internet et les réseaux sociaux prendraient bientôt le relais de la télévision et décupleraient le champ des possibles. Se montrer dehors, dedans, sous toutes les coutures. Vivre pour être vu ou vivre par procuration. La télé-réalité et ses déclinaisons testimoniales s'étendraient peu à peu à de nombreux domaines et dicteraient pour longtemps leur code, leur vocabulaire et leur mode narrative. Oui, c'est là que tout avait commencé. Merci Noélie pour cette lecture. Les réseaux sociaux et leur impact sur les enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un sujet qui vous touche énormément. Comment est-ce que vous avez fait vos recherches pour exploiter le sujet ? Alors, comme je le racontais à l'instant, donc j'ai vraiment découvert l'existence. Alors, les réseaux sociaux, pas des réseaux sociaux, bien sûr, quand même. Je suis boumeuse, mais pas à ce point. Mais en regardant donc un reportage à la télévision, j'ai vu ces enfants qui étaient exposés sur YouTube par leurs parents.
Et donc j'ai commencé des recherches essentiellement en regardant s'il y avait des articles de presse, etc. À vrai dire, il y en avait assez peu à l'époque, puisque c'était avant que la loi soit votée en France. Il y en avait eu quelques-uns, mais pas énormément. Il y avait assez peu de prose, j'ai envie de vous dire, sur le sujet. Au tout début, quand moi j'ai commencé à chercher. Donc l'essentiel, ça a consisté en fait à les observer. Donc je me suis abonnée au compte de plusieurs familles, de plusieurs chaînes YouTube qui mettaient en scène des enfants, les plus connus, les principales. Je ne cite pas les noms parce que j'ai décidé de ne pas le faire par principe, parce que je ne voulais pas mettre en question des familles en particulier, mais je suis sûre que les jeunes, en tout cas parmi vous, vous les connaissez. Et donc voilà, je les ai observés. Ensuite, je me suis abonnée à leur compte Instagram pour comprendre comment ça marchait, comment d'ailleurs les deux médiums se soutiennent et se complètent l'un et l'autre. Et puis, je me suis intéressée un peu à l'écosystème en fait qu'il y a derrière tout ça. Donc là, j'avais interviewé des gens qui ont créé des associations de défense des enfants, où il y a l'Observatoire de la parentalité et d'éducation numérique. C'est une association qui a été créée il y a un petit moment, dont le président est très très actif sur toutes ces questions qui concernent les enfants. Mais l'essentiel de la documentation, finalement, ça a été d'observer. C'est posé pour moi la question, parce que souvent j'enquête en amont de mes livres. Je me suis dit, est-ce que je cherche à rencontrer des familles qui font ça ? Et puis, il m'a semblé que ça serait assez malhonnête d'une certaine manière, puisque mon idée, c'était quand même, malgré tout, de remettre en question la pratique et voilà. Donc j'ai préféré les observer et ensuite faire confiance d'une certaine manière à mon imagination pour imaginer l'envers du décor et ce qui pouvait se passer dans une famille, par exemple, qui publie 4 ou 5 vidéos par semaine. Plus des formats Instagram, des stories, etc. Ça représente à la fois beaucoup de temps où les parents sont avec leur téléphone en train de filmer leurs enfants, et beaucoup de travail aussi, parce que ces vidéos, elles demandent quand même du travail. Donc voilà, à partir de là, j'ai tenté de raconter quelle pouvait être la vie de ces enfants dans Les Enfants sont rois. Et vous, Karina, en parlant de nouvelles technologies, on entend beaucoup parler de la disparition du livre et son remplacement par le livre numérique et les intelligences artificielles. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Non, je crois vraiment qu'on en entend parler. D'ailleurs, on entend parler du livre numérique depuis très longtemps. On nous promettait que le livre numérique allait remplacer le papier. À dire vrai, on en est très très loin. On en est très très loin. Les ventes de livres numériques ont totalement stagné et n'ont pas dépassé les 5%. Alors peut-être que la chose se déploiera plus tard, mais je ne crois pas. Non, ce que je voulais peut-être ajouter juste avant, pour en revenir à Delphine et son travail sur Les Enfants sont rois, c'est que, et c'est vraiment un trait vraiment tout son travail d'écrivain, c'est qu'elle fait preuve d'une sagacité, d'une intuition tout à fait inouïe. Et quand elle dit qu'effectivement, elle laisse parler son imagination, vous n'imaginerez pas, je l'ai vraiment éprouvé, expérimenté à plusieurs reprises et pour un certain nombre de livres différents, comme les histoires qu'elle écrit sont mais véritablement rigoureusement proches et cognent la réalité, mais véritablement, enfin dans toute la trame, c'est tout à fait étonnant de voir comme l'imagination du romancier est véritablement vaut bien n'importe quelle enquête policière. C'est incroyable. Ceci dit, j'ajoute quand même que sur l'aspect policier du roman, là, en revanche, j'ai rencontré des gens de la brigade. J'avais eu la chance de croiser une lectrice qui était une de mes plus fidèles lectrices, semble-t-il, qui était venue me voir au Salon du Livre et qui m'avait
au moment où je signais son livre, m'avait dit qu'elle travaillait à la brigade criminelle. Je pense qu'elle avait vu mon œil s'allumer, parce que là, je m'étais dit quand même, ça, c'est super intéressant. J'avais pas du tout encore le projet des Enfants sont rois, mais comme elle m'avait laissé ses coordonnées, quand j'ai eu l'idée du roman et d'axer la dramaturgie du roman sur la disparition de cette petite fille, je me suis dit, tiens, il faut que je la contacte. Et je voulais savoir si ce serait un type d'enquête si c'était un type d'enquête qui était pris en charge par la brigade criminelle. Le fait est que oui, compte tenu de la notoriété de la famille, de la notoriété fictionnelle, mais de la famille, la brigade criminelle aurait probablement été saisie, comme ils disent. Et donc là, j'ai eu, grâce à elle, la possibilité de rencontrer des gens de la crime, et notamment le patron de l'époque, et puis un procédurier, qui est donc, puisque dans le roman, le personnage qui enquête là-dessus est une procédurière. C'est un métier qu'on ne connaissait pas. Enfin, en tout cas, moi, dont personnellement, j'avais jamais entendu parler. Donc, il y a quand même aussi là, un peu de documentation. Mais c'est vrai que souvent avec Karina qui suit l'élaboration des romans, quand j'ai commencé à regarder de manière complètement obsessionnelle ces familles d'enfants influenceurs, parce qu'il y a quelque chose quand même de très addictif, et je dois dire que j'ai même eu du mal à décrocher à un moment donné, parce que je les avais beaucoup regardés, et notamment une femme qui me paraissait tout à fait fascinante. Et il y a des choses que j'ai imaginées dans le roman qui ensuite se sont révélées, enfin qui se sont passées comme ça. Donc ça, c'est assez drôle quand on a le sentiment par la fiction d'avoir un temps d'avance, qui est sans doute illusoire, mais en tout cas des choses que j'avais racontées à Karina et ensuite se produisaient dans la réalité. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous pouvons maintenant passer au dernier élément du mood board. Je pense qu'on va passer aux questions du public parce qu'on n'a plus trop le temps. Donc merci encore une fois pour cette rencontre, Delphine et Karina. Des personnes seront dans la salle si jamais vous avez des questions pour vous passer le micro. Bonsoir. J'aurais une question pour Delphine de Vigan sur votre livre D'après une histoire vraie et sur le personnage de Delphine qui est autrice du coup. Et en fait, on l'a étudié en cours et je voudrais vous poser une question sur son personnage qui vient l'harceler et prendre un peu sa place. Et la question que je me pose et que je pense que pas mal de mes camarades aussi, c'est est-ce que elle existe vraiment ou est-ce que tout se passe dans la tête de l'autrice ? Alors, donc, d'après une histoire vraie, c'est un texte que j'ai écrit dans la continuité, d'une certaine manière, de Rien ne s'oppose à la nuit, le roman précédent, et qui en prend le contre-pied total. Ce texte, je le resitue parce que c'est important. À l'époque où Rien ne s'oppose à la nuit a paru, c'est un livre que j'ai beaucoup accompagné dans les librairies, etc. Une des questions qui revenait le plus souvent, enfin, en tout cas parmi les questions qui revenaient le plus souvent, les gens me demandaient mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tout est vrai ? Et je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai? En fait je disais oui c'est vrai d'une certaine manière, mais c'est un roman parce que c'est ma manière de le raconter, c'est forcément une version, une vision extrêmement subjective et de l'histoire de ma famille et de l'histoire de ma mère et même de ma propre histoire, puisque on sait, et je pense que vous le savez tous, à quel point à la fois la mémoire et l'écriture sont des fabriques même involontaires de fiction. Donc voilà, il y avait souvent des questions autour de ça, et j'essayais d'expliquer que vrai, d'une certaine manière, ça ne voulait rien dire, parce qu'au fond, si quelqu'un d'autre racontait cette histoire, il ne la raconterait pas de la même manière, et en même temps, il y avait, oui, on pouvait vérifier une certaine exactitude des faits, par exemple un rapport de police, un rapport psychiatrique, ils existaient. Mais moi, à partir de ça, je recomposais malgré tout une réalité, une version qui était la mienne. Et donc il y avait cette question, et puis beaucoup de gens qui me disaient « mais qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire après ça ?» Ça, c'était une question qui était à un moment donné devenait un petit peu compliquée. Et finalement, de ces questions sont nées
d'après une histoire vraie, qui est un roman où je me suis amusée à jouer complètement avec le lecteur, à jouer avec la frontière entre la réalité et la fiction, donc à donner le livre à lire d'abord comme un livre d'autofiction, c'est-à-dire qu'en respectant très strictement les codes de l'autofiction. Je dis la narratrice s'appelle Delphine, elle a 2 enfants. En général, les gens qui me suivent un peu savent que j'ai 2 enfants. Son amoureux s'appelle François. Donc toutes sortes de détails, d'effets de réel qui pouvaient donner l'idée que oui, j'étais en train de raconter. Elle a écrit un roman sur sa mère, roman qui a connu un grand succès, qui a provoqué un véritable séisme familial. Et donc voilà, donc je partais de cette réalité qu'on pouvait facilement identifier comme étant la mienne pour construire une histoire dont le lecteur se demanderait, en effet, comme vous le faites, si elle est vraie ou pas. Donc le personnage de elle, elle étant l'initiale, oui, c'est un mélange de réalité et de fiction, puisque même quand on termine le roman, on peut se poser la question de savoir si elle n'est pas un double de Delphine, la narratrice. Donc je n'ai jamais donné la réponse, et même 10 ans après, sous la torture, je ne le dirai pas. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un texte que j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner en librairie, parce que dans ces rencontres, on parlait de littérature, en fait. Avec les lecteurs, on disait, mais pourquoi vous voulez savoir si c'est vrai? Est-ce que c'est si important que ça soit vrai? Est-ce que finalement, cette histoire, elle vous intéresserait moins si je vous disais qu'elle est inventée de toutes pièces? Est-ce que le plaisir de la fiction, le plaisir de s'être fait embarquer, d'avoir cru que c'était vrai, est-ce qu'au fond, ça ne suffit pas? Et je discutais avec les lecteurs, et des lecteurs qui me disaient, je me souviens d'une femme, c'était à Toulouse, qui m'a dit cette phrase qui m'est vraiment restée. Elle m'a dit, oui, elle me dit, moi, je ne lis que des documents, que des témoignages, etc. Je n'aime pas la fiction, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai vu votre livre dans un supermarché. C'était marqué d'après une histoire vraie. Donc, je me suis dit, ah bah, très bien. Elle a mis le truc dans son caddie, etc. Elle a commencé le livre. Mais me raconte-t-elle devant l'auditoire, passionnée. Elle me dit, oh là, mais qui est cette femme qui la harcèle, qui la poursuit, etc. Et puis au bout d'un moment, elle se dit, oh quand même, c'est, oh là là, oh quand même, oh là là, c'est pas vrai. Et elle me dit, je me disais quand même, elle exagère, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Bref, donc elle poursuit malgré tout sa lecture en se disant, mais est-ce qu'il lui est arrivé tout ça? Et puis elle me dit, voilà, j'ai refermé le livre et je me suis dit, vous m'avez réconcilié avec la fiction. Et je me dis, vous ne pouvez pas me faire de plus beaux compliments, d'une certaine manière. Toujours pour Delphine, quel est le roman que vous avez eu le plus de mal à écrire? C'est d'après une histoire vraie. Autant j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner ce texte en librairie, beaucoup plus que le précédent, qui était un texte évidemment très personnel, chargé de plein de choses. Mais en revanche, je l'ai effectivement écrit après le succès de Rien ne s'oppose à la nuit, avec le doute que je partageais avec certains lecteurs de savoir est-ce que j'avais quelque chose d'autre à écrire, est-ce que j'allais écrire quelque chose après ça, après le roman précédent. Et évidemment que quand on écrit, pour ma part, et je pense que beaucoup d'écrivains partagent ça, on a une très grande exigence envers soi-même. Mais là, ça a pris des proportions assez déstabilisantes, dans le sens où j'avais le sentiment d'avoir une espèce de démon qui était vraiment installé sur mon épaule et qui ricanait dès que je tapais une phrase. Ce qui, au bout d'un moment, devient un petit peu inconfortable. J'ai vraiment des souvenirs de m'être battue avec ce texte, d'être quasiment dans une épreuve de combat physique. Il y a une dimension très physique dans l'écriture. Et par exemple, j'allumais l'ordinateur et tout d'un coup, j'étais prise d'une terrible envie de dormir. Il était 9h moins le quart, j'étais normalement... et là, tout d'un coup, mais j'avais qu'une envie, c'était de me recoucher.
Et tout me semblait, mais vraiment très, très, très compliqué. C'est un texte qui a été très compliqué à écrire. Curieusement, symétriquement, c'est un peu le pendant de Rien ne s'oppose à la nuit, dans la mesure où Rien ne s'oppose à la nuit a été plus simple, si je puis dire, à écrire. Ça a été plus douloureux le promouvoir. Et d'après une histoire vraie, a été douloureux à écrire. Et la promotion était joyeuse. Une dernière question. Du coup, c'est aussi une question pour Delphine de Vigan, mais peut-être que Karina Ossine pourra rebondir. Pourquoi avoir choisi du coup le roman comme moyen d'expression en premier lieu et pas la poésie, le théâtre ou d'autres genres alternatifs? Qu'est-ce qui vous a en fait attiré dans le genre du roman? Je suis pas sûre que ce soit vraiment un choix, en fait. Hein. Je me suis jamais posé la question. Quand j'ai eu cet élan d'écriture dont je parlais cet après-midi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une raison assez obscure, vous vous asseyez devant une table, vous ouvrez un ordinateur ou un cahier et vous vous dites « je vais écrire un roman ». La question du genre, enfin, je me suis pas dit « tiens, est-ce que j'écris de la poésie ou du théâtre ?» ou j'ai écrit vaguement quelques poèmes quand j'étais adolescente, mais enfin, bon, c'est rien de très concluant. C'est ça qui s'est imposé d'une certaine manière. En revanche, j'ai souvent eu envie dans le roman d'explorer des genres différents et j'aime bien d'ailleurs cette idée de flirter avec le thriller, c'est le cas d'après une histoire vraie, de flirter avec le théâtre dans Les Gratitudes, de flirter avec le roman policier, d'en respecter les codes et en même temps de les déjouer dans Les Enfants sont rois. Ça c'est quelque chose qui m'a souvent amusée et qui rejoint cette idée de jamais être au même endroit que dans le roman précédent. Enfin, j'ai besoin de m'aventurer peut-être dans quelque chose qui n'est pas qui est nouveau, qui n'est pas si simple. Et ça, je vais le faire plutôt à travers cette idée d'explorer des genres différents. Mais non, la poésie, sincèrement, j'y ai jamais pensé. J'aime beaucoup la poésie comme lectrice, mais je serais bien incapable d'en écrire. Et le théâtre, en revanche, c'est venu plus tard. Quand j'ai commencé, je n'y ai absolument pas pensé. Et je me souviens d'ailleurs qu'au Festival de Chambéry, donc le festival du premier roman, où j'ai rencontré pas mal d'auteurs, il y avait Laurent Godet, qui était la même année que moi, qui venait de publier Cri, son premier roman. Et lui, c'était un auteur de théâtre. Et ça, je trouvais ça quand même assez incroyable de déclarer à 27 ans, il était tout jeune, qu'on allait écrire du théâtre. Et pour ma part, ce désir, il est venu plus tard. On arrive à la fin de cette rencontre. Merci encore Karina Ossine et Delphine de Vigan d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver Delphine de Vigan sur le stand des dédicaces et vous procurer ses livres sur le stand de la librairie. N'hésitez pas à écrire quelques mots sur le livre d'or qu'on a laissé à votre disposition à l'entrée. Avant de partir, bonne soirée à tous et merci de votre attention. Merci.